Lors de la fête de Noël, elle a déclaré avec un air méprisant « Je te mets au défi de rompre avec moi ou j'ai déjà trouvé quelqu'un de mieux » devant toute sa famille. J'ai simplement répondu « Ne me mets pas au défi » et j'ai repris la bague en diamant que j'allais lui offrir. Alors que je partais, elle est devenue folle en voyant l'image gravée sur l'écran. J'étais dans le salon de mes futurs beaux-parents, le jour de Noël, couvert de graisse après avoir travaillé sur la suspension de ma Challenger, quand ma fiancée m'a regardé droit dans les yeux et a dit « Je t'aurais oublié dans une semaine ». Mais voilà le truc, je planifiais ma sortie depuis 2 mois déjà. Et ce qu'elle ignorait, c'est que chaque insulte qu'elle m'a lancée ce soir-là ne faisait que creuser un trou plus profond pour elle, car j'avais des preuves de tout. Je m'appelle Luc. J'ai 32 ans. Je suis mécanicien pour engins de chantier, je fais de la boxe 3 fois par semaine et je restaure une Dodge Challenger 1973 depuis mes 25 ans. Et oui, cette voiture allait me sauver de façon que vous n'imaginez pas. Fiona et moi étions ensemble depuis 3 ans, fiancés depuis 8 mois. Si vous me l'aviez demandé il y a 2 ans, je vous aurais dit qu'elle était la femme de ma vie, parce qu'à l'époque, elle était drôle, ambitieuse et me donnait envie de devenir meilleure. Ma mère l'adorait, mes amis l'appréciaient, et je croyais sincèrement que nous construisions quelque chose de vrai. Mais, à un moment donné, entre le choix des faire-part et la signature des devis avec les prestataires, elle a commencé à se transformer en quelqu'un que je ne reconnaissais plus. Voir cela se produire lentement pendant 6 mois a fait plus mal que je ne voulais l'admettre. Nous étions convenus de partager tous les frais du mariage 50-50e. Cela semblait juste, puisque nous travaillions tous les deux à temps plein. Mais chaque facture la compte pour la salle, le traiteur, les arts du photographe finissaient par atterrir sur ma carte de crédit, parce que Fiona n'avait jamais d'argent disponible. Même avec un salaire décent en tant que responsable marketing, elle vivait comme si elle gagnait le double. Toujours avec des ongles parfaits, des vêtements neufs, des brunchs le week-end dans des endroits où un toast à l'avocat coûte 18 $. Mais quand il s'agissait de payer sa part des dépenses du mariage, soudainement, elle était fauchée. Et si je ne pouvais pas avancer? Elle me rembourserait le mois suivant. Ce mois suivant n'est jamais arrivé. Et à chaque fois que j'évoquais le sujet, elle transformait ça en une attaque contre ma personne, me disant que j'étais radin ou que je ne l'aimais pas vraiment si je comptais les centimes. Après des mois de ça, j'ai commencé à me sentir fou, comme si j'étais peut-être le problème. Mon meilleur ami, Ray, que je connais depuis le lycée et qui documente tout comme s'il se préparait à l'apocalypse, a commencé à tenir des registres détaillés après que j'ai mentionné pour la 3e fois que Fiona s'était défilée pour un paiement. Et en novembre, il avait calculé que j'avais avancé environ 11 000 $ de frais de mariage qui devaient être partagés. En plus de ça, je payais encore 2/3 de nos sorties. Ray fait des captures d'écran de tout, sauvegarde les chaînes de mai, photographie les reçus, organise le tout dans des dossiers par code couleur. Je plaisantais en disant qu'il était paranoïaque, mais cette habitude allait sauver mon avenir. Les signaux d'alarme sont devenus plus clairs en octobre, quand Fiona a commencé à être discrète avec son téléphone, tournant l'écran, prenant les appels dans une autre pièce. Et après 3 ans ensemble, on remarque quand le comportement change. J'en ai parlé à Ray autour d'une bière, et il m'a calmement suggéré de commencer à tenir mes propres comptes, chaque dépense, chaque conversation sur l'argent, chaque promesse qu'elle ferait. Juste par précaution, au cas où les choses tourneraient mal. C'est ce que j'ai fait pendant 8 semaines d'affilée jusqu'à Noël, documentant tout en agissant normalement en surface. L'invitation pour le dîner de Noël est arrivée mi-décembre. Fiona a insisté pour que je sois présent parce que sa mère voulait discuter des détails du mariage. J'ai dit, bien sûr. J'ai fini mon service plus tôt, j'ai passé 2 heures à changer la suspension avant de la Challenger parce que les anciennes pièces étaient HS, je me suis lavé et je suis allé chez ses parents vers 15 heures. À la seconde où je suis entré, j'ai su que quelque chose n'allait pas. La maison semblait parfaite, sapin avec des décorations chères assorties, vin chaud sur le feu, musique de Noël, cadeaux empilés. Mais les gens semblaient glaciales. Sa mère m'a à peine regardé. Son père m'a adressé un sourire bizarre étendu. Sa sœur, Janet, pianotait sur son téléphone, et Fiona était collée à son écran avec un petit sourire narquois, tapotant comme si elle tweetait en direct son propre guet-apens. On s'est assis pour le dîner et, pendant 20 minutes douloureuses, tout était agressivement normal, on se passait les plats, bavardait sur les achats de Noël, son père me questionnait sur mon travail, mais on sentait la tension monter. Puis Janet a évoqué des destinations de lune de miel, et toute la posture de Fiona est passée en mode attaque. Elle a entamé un discours sur comment je ne faisais pas ma part financièrement, comment je préférais cette voiture idiote à notre avenir,
comment elle en avait marre d'être avec quelqu'un sans ambition qui passait chaque heure libre dans un garage, couvert d'huile de moteur. Sa famille acquiesçait simplement, comme si elle avait été mise au courant avant. Comme si j'entrais dans une pièce de théâtre où tout le monde connaissait son texte, sauf moi. Puis Fiona s'est levée, a levé sa coupe de vin comme pour porter un toast et a dit qu'elle en avait assez d'un homme sans détermination, qu'elle n'avait pas besoin de quelqu'un qui vivait dans un garage. Et là, elle a lâché la bombe, il y avait des hommes qui savaient vraiment ce qu'ils voulaient dans la vie. Des hommes comme Kevin. Le visage de Janet a blanchi. La fourchette de son père est tombée dans son assiette avec un bruit sourd. Sa mère n'a fait que fixer son vin, et j'ai compris que sa mère était au courant de l'affaire. Mais Janet et son père entendaient cela pour la première fois, tout comme moi. Mais Fiona n'avait pas terminé. Elle arracha l'alliance pour laquelle j'avais fait 2 mois d'heures supplémentaires et me la jeta avec une telle force qu'elle rebondit sur ma poitrine et tomba sur le sol avec un bruit métallique. Elle déclara que c'était bon marché, comme tout ce que je faisais. Puis elle asséna ce qui devait être le coup de grâce. Elle me regarda droit dans les yeux et dit, « Je t'aurais oublié dans une semaine. » Je t'ai pratiquement déjà oublié. Le jour de Noël, devant sa famille, elle venait de détruire notre relation de 3 ans et d'annoncer qu'elle m'avait trompé avec un certain Kevin. Le plus absurde, c'est que je me doutais de quelque chose, mais je n'en étais pas sûr avant ce moment précis. Je me levai lentement et, pendant 5 secondes, je fus saisi par la fureur. Puis un calme étrange m'envahit, car elle venait de faire exactement ce que Ray et moi avions secrètement anticipé, exploser devant témoins et me livrer tout ce dont j'avais besoin. Je me baissai, ramassai l'alliance, sortis le double des clés de mon appartement qu'elle avait de ma poche et le posai sur la table. Je regardai son père et dis, « Merci de m'avoir accueilli. Je suis désolé que cela se termine ainsi. » Puis je sortis, tandis que Fiona commençait à hurler quelque chose que je n'entendis pas. Je restai assis dans mon pick-up pendant 10 secondes, envoyai un SMS à Ray, « C'est fait. Elle a tout fait exploser. Je lance le protocole maintenant. » Et je me rendis chez lui alors que mon téléphone explosait de messages de Fiona qui, en 15 minutes, passèrent de la colère à la confusion, puis à la panique. Réouvrit la porte, jeta un œil à mon visage et dit, « Elle l'a vraiment fait. » Je hochai simplement la tête tandis qu'il attrapait son ordinateur portable, car nous savions tous les deux ce qui allait suivre. Vous voyez, j'avais passé 8 semaines à me préparer exactement pour cela. Non pas parce que je voulais la fin, mais parce que j'avais commencé à reconnaître la manipulation financière et le gaslighting émotionnel que Ray m'avait aidé à documenter. Chaque fois que j'évoquais les dépenses déséquilibrées, elle attaquait mon caractère. Et après des mois de cela, je me sentais devenir fou. Mais Ray m'avait convaincu de tout garder. Capture d'écran, relevé bancaire, email, enregistrement audio. Juste par précaution, au cas où les choses imploseraient et que j'aurais besoin de preuves que je n'étais pas fou. Ce soir-là, assis dans l'appartement de Ray tandis qu'il ouvrait des dossiers de preuves méticuleusement organisés, je ressentis un étrange calme. Car pour la première fois depuis des mois, je n'étais plus confus, je ne doutais plus de moi-même. Je pouvais voir tout le schéma en noir et blanc et je savais exactement ce qui allait suivre. Le lendemain matin de Noël, je me réveillai sur le canapé de Ray avec 23 appels manqués de Fiona et une 50aine de messages qui avaient commencé par des excuses à minuit, étaient devenus des accusations à 3 heures du matin et s'étaient transformés en divagations incohérentes à l'aube. La première chose que je fis fut de changer toutes les serrures de mon appartement, car elle avait ce double depuis 6 mois. Ray était déjà debout, assis à la table de la cuisine avec son ordinateur portable et 3 surligneurs alignés comme des instruments chirurgicaux. Il leva les yeux avec une satisfaction sombre et dit que nous avions tout ce dont nous avions besoin pour démonter sa narration. Le plan était direct, mais méticuleux. Bloquer Fiona partout. Mettre à jour les contacts d'urgence au travail et pour l'assurance pour la retirer. Lancer l'annulation systématique auprès des prestataires du mariage. Et, le plus critique, mener un audit financier complet de chaque dollar que j'avais dépensé et qui aurait dû être partagé 50-50e. Ray avait créé une feuille de calcul détaillée, séparant chaque dépense du mariage par prestataire, date, montant et qui était le contact contractuel pour le paiement. Voir 3 ans de déséquilibre exposé ainsi fut vraiment choquant. J'avais payé au fur et à mesure sans réaliser à quel point tout était devenu inégal. Rien que la compte pour la salle, 4500 $ entièrement sur mon compte. Le traiteur, 3200 $. Le photographe, 500 $. Plus probablement une quinzaine de dépenses mineures, s'ajoutant bien au-delà de ma part équitable. Je commençais à passer les appels cet après-midi-là.
Et voici une chose utile que la plupart des gens ignorent, de nombreux prestataires de mariage ont des politiques d'annulation raisonnables si vous êtes en dehors de certains délais. Et comme notre mariage était prévu début juin et que nous étions en décembre, j'étais dans la zone de remboursement. La salle remboursa 3000 des 4500 $. Le traiteur remboursa 2004 cents des 3002 $. Le photographe garda la compte, comme stipulé au contrat. Au total, je récupérai environ 4350 $. Puis, 2 semaines après Noël, juste quand je pensais que le processus de remboursement était terminé, la coordonnatrice de la salle appela d'une voix gênée. Apparemment, Fiona les avait contactés en prétendant que j'avais volé son identité pour annuler, qu'elle n'avait jamais été d'accord, et ils avaient gelé mon remboursement en attendant une enquête. Je restais assis à fixer mon téléphone, réalisant qu'elle sabotait activement ma capacité à récupérer l'argent que j'avais payé. C'est à ce moment-là que je compris, ce n'était pas une rupture propre. C'était la guerre. Ray arriva en 20 minutes. Nous passâmes 3 heures à documenter que tous les paiements étaient sortis de mes comptes, avec mes signatures, en incluant les emails prouvant que j'étais le seul à communiquer avec eux. Nous nous rendîmes sur place le lendemain matin, présentâmes toutes les preuves, et ils dégelèrent le remboursement en 1 heure. Mais tout cet épisode m'avait montré une chose, Fiona ne passait pas à autre chose. Elle brûlait tous les ponts sur son passage. La bague de fiançailles fut plus compliquée, les bijoux personnalisés n'étant pas remboursables. Mais j'avais travaillé avec le bijoutier Marcus des années auparavant, et il me la racheta pour 60% de sa valeur, ajoutant ainsi une somme supplémentaire à mes poches. Alors que Ray et moi analysions les dépenses communes avec une rigueur quasi légale, nous découvrîmes que Fiona avait accumulé 1247 $ de frais qui auraient dû être partagés ou des situations où elle s'était engagée à payer la moitié, mais ne l'avait jamais fait. La fête de fiançailles où elle avait insisté pour avoir des vins chers, le week-end de repérage pour la salle où elle avait réservé une chambre supérieure sans me consulter, et d'autres occasions où elle prenait des décisions coûteuses et développait ensuite une amnésie quant à son remboursement. Ray suggéra les small claims, le tribunal de proximité. J'hésitais, car une partie de moi voulait juste en finir. Mais je me souvins alors d'elle bloquant le remboursement de la salle et compris qu'elle ne laisserait pas les choses se terminer en silence. Nous construisîmes ce que Ray appela la « Bible des preuves », relevé bancaire, capture d'écran de messages avec des promesses de paiement, demande Venmo ignorée, tableau détaillé des dépenses, le tout organisé avec des onglets et un index. Les frais pour déposer la plainte furent de 35 $, et l'audience fut fixée début mars. Pendant ce temps, le comportement de Fiona évolua d'irritant à carrément inquiétant. Les messages, repentants, de Noël disparurent dès le 27, remplacés par des accusations selon lesquelles je l'avais humiliée. Au Nouvel An, elle envoyait déjà de longs textos expliquant comment j'avais ruiné sa vie, comment sa famille était déçue, que sa sœur ne lui parlait plus, et que tout était, d'une certaine manière, de ma faute pour n'avoir pas lutté pour notre relation après qu'elle eût annoncé son infidélité. Elle appela depuis des numéros différents après que je l'eus bloquée. Elle se pointa à ma salle de sport à 2 reprises, jusqu'à ce que le personnel l'en bannisse. Elle fit des allers-retours devant mon appartement si souvent que mon voisin me parla de sa voiture. Elle tenta de venir sur mon lieu de travail, prétextant devoir me déposer quelque chose. Je documentais tout, capture d'écran, historique d'appels, date et heure de ses apparitions, témoignages. Après le 5e incident, j'appelai la ligne de police non urgente pour m'informer sur la création d'un dossier officiel de harcèlement. L'officier fut utile, déclara que ma documentation était solide et que si le comportement s'aggravait, j'aurais suffisamment de base pour demander une ordonnance restrictive. Mi-janvier, Ray débarqua avec quelque chose de gros. En faisant une sorte de cyber-enquête sur ses réseaux sociaux, il découvrit que l'histoire de Fiona avec Kevin n'était pas récente. Cela durait depuis 8 mois, pratiquement depuis nos fiançailles, en avril. Pire, Ray trouva des relevés de cartes de crédit montrant des chambres d'hôtel et des week-ends qu'elle avait prétendu être des conférences professionnelles, ou des week-ends entre filles, tout facturé sur le compte commun des dépenses du mariage. Elle finançait son adultère avec l'argent censé construire notre avenir. Quand Ray me montra ses dépenses surlignées, j'eus la nausée. Il y avait Napa en mai, qu'elle avait appelé une conférence marketing. Un hôtel à la plage en août, supposément un enterrement de vie de jeune fille. Un hôtel en centre-ville en septembre, qu'elle avait justifié par un dîner tardif avec un client. Tout sur la carte du mariage. Je restais assis à fixer ces dépenses, et ce fut le moment où je fus le plus proche de perdre complètement mon sang-froid. La manipulation financière était une chose, mais cela semblait être une trahison calculée à un tout autre niveau.
Ray me demanda si j'allais bien, et pendant 1 minute, je fus incapable de répondre. Puis je passai 4 heures dans mon garage à changer les flexibles de frein de la Challenger, parce que j'avais besoin de quelque chose avec des étapes claires et un progrès mesurable. À minuit, j'étais à nouveau froid et concentré. Mais quelque chose avait changé. Je ne me contentais plus de me protéger. J'allais m'assurer qu'il y ait des comptes à rendre, jusqu'au bout. Kevin s'avéra être un chef des ventes de niveau intermédiaire, marié avec 2 enfants, sans aucune intention de quitter sa femme, malgré ce qu'il avait pu promettre à Fiona. Ray trouva le profil Facebook public de la femme de Kevin, montrant une famille de banlieue normale, avec des matchs de foot et des anniversaires. Et à en juger par les posts de plus en plus erratiques de Fiona sur les réseaux sociaux, on voyait qu'elle commençait à réaliser que Kevin s'était servi d'elle et ne quitterait jamais son foyer. Elle avait tout détruit pour un type qui avait menti depuis le début. Et voir cette prise de conscience arriver à travers des posts rageurs sur « les hommes sont tous des ordures » fut presque satisfaisant, d'une manière sombre. C'est à cette période que ma relation avec Laura évolua vers quelque chose de plus. Elle travaillait chez Petes Auto Parts depuis des années. Nous avions eu des dizaines de conversations décontractées, mais ce n'était que du bavardage amical d'atelier. Un jour, alors que je venais chercher des supports de siège, elle mentionna qu'elle restaurait une Camaro SS 1969. Nous parlâmes pendant 45 minutes de géométrie de suspension et de conversion de frein, et je réalisai que j'avais ma première conversation véritablement détendue depuis des mois sans calculer qui devait quoi ou sans me demander si j'étais manipulé. Nous prîmes un café et je parlais sans m'arrêter pendant 45 minutes de contrat avec des prestataires et de préparation pour le tribunal. Bien sûr, j'avais probablement ruiné toute chance d'un deuxième rendez-vous. Mais Laura dit qu'elle était passée par une rupture tumultueuse où son ex avait tenté de prétendre avoir payé pour des choses qu'elle avait financées elle-même, alors elle comprenait. Elle était directe, calme, s'y connaissait, paya son propre café, et être près d'elle semblait être l'exact opposé du chaos épuisant qu'était Fiona. Nous commençâmes à nous retrouver à des expositions automobiles. Plus tard, elle m'aida à installer les sièges dans la Challenger. Et même si aucun de nous n'était pressé, je reconnus que c'était à cela que ressemblait quelque chose de sain, quelqu'un qui venait quand elle disait qu'elle viendrait, qui payait sa part, et qui n'avait pas besoin de drame pour se sentir vivante. D'une manière ou d'une autre, Fiona l'a découvert, et c'est là que les choses sont devenues vraiment folles. Il y a une piste de karting indoor, Velocity Track, que nous fréquentons tous les mois. Un vendredi fin janvier, nous étions là pour un anniversaire quand Fiona a débarqué sans invitation, clairement ivre, faisant irruption dans le hall en hurlant que je l'avais trompée et avait détruit sa vie. Elle a pointé Laura du doigt, l'insultant avec des noms que je ne répéterai pas, disant à tout le monde que je la voyais derrière son dos réécrivant complètement l'histoire. Laura semblait confuse, m'ayant connu seulement 2 semaines plus tôt. J'étais sur le point d'essayer de calmer la situation quand Fiona a attrapé le casque de quelqu'un et l'a lancé contre le mur avec une force telle que la visière s'est fendue. Le gérant a appelé la police. Ils lui ont donné un avertissement officiel pour intrusion et l'ont banni à vie des lieux, et j'ai ajouté tout cela à la Bible des preuves. Mon téléphone a vibré avec d'autres messages cette nuit-là, mais j'ai simplement pris des captures d'écran et suis retourné parler de carburateur avec Laura, tandis que la vie de Fiona s'effondrait quelque part, loin de mes préoccupations. La date du tribunal de proximité est tombée un mardi matin début mars. Un de ces jours gris de fin d'hiver où on voit sa respiration dans le parking. Je suis arrivé 45 minutes à l'avance avec Ray, qui portait une mallette digne d'un avocat d'affaires, même si nous n'étions là que pour 1200 misérables dollars. Fiona est arrivée avec 10 minutes de retard, vêtue de son tailleur pour entretien d'embauche, avec des cernes que son maquillage ne parvenait pas à cacher, ne portant qu'un sac à main mais zéro documentation. Lorsque nous avons été appelés, elle tentait sans cesse d'établir un contact visuel, comme si cela pouvait changer l'issue. La juge était une femme d'une 60aine d'années probablement, qui semblait avoir vu toutes les variations possibles de drames conjugaux et n'avait aucune patience pour les sottises. Elle a commencé par demander à Fiona si elle avait des preuves contredisant ma demande de remboursement pour les dépenses partagées qu'elle avait accepté de diviser. Fiona s'est lancée dans une histoire décousue sur la relation étant compliquée et moi gagnant toujours plus. Que ce n'était donc pas juste d'attendre une contribution égale alors que je savais qu'elle avait des difficultés ou ignorant complètement qu'elle vivait au-dessus de ses moyens et que ces difficultés ne l'empêchaient pas de se faire les oncles chaque semaine ou de dîner dans des restaurants chers. La juge l'a interrompu au milieu de sa phrase avec un regard de profond ennui et lui a demandé si elle avait des relevés bancaires, des SMS ou des reçus prouvant qu'elle avait payé sa part.
quand Fiona a admis ne pas avoir apporté de preuves car elle ne pensait pas avoir besoin de documentation pour quelque chose d'aussi manifestement injuste, j'ai vu l'expression de la juge passer de neutre à complètement exaspérée. Ray et moi avons présenté la Bible des preuves. Environ 40 pages organisées avec des onglets, des surlignages et un index probablement excessif, mais Ray ne fait jamais les choses à moitié. La juge a parcouru le dossier pendant peut-être 3 minutes, hochant la tête de temps en temps, puis a levé les yeux et a rendu son jugement. Fiona me devait $1325, le montant initial plus les frais de justice, payables sous 30 jours, sous peine de saisie sur salaire. Le visage de Fiona a blêmi. Elle a commencé à se lever pour contester, mais la juge a simplement dit « Affaire suivante ». Et ce fut tout. 3 mois de drama résolu en 8 minutes d'audience. Nous sommes sortis dans la matinée grise, et Ray a fait un petit geste de victoire du poing. Moi, je me sentais surtout fatigué et prêt à cesser de penser à Fiona et à vraiment passer à autre chose, plutôt que de simplement survivre à son chaos. Je pensais sincèrement que ce serait la fin. Que perdre en justice la ferait réaliser qu'elle devait passer à autre chose. Mais apparemment, pour certaines personnes, l'humiliation est un catalyseur, et non une fin. Les 3 semaines suivantes furent relativement calmes, d'une manière qui semblait inquiétante comme l'accalmie avant la tempête que l'on sait venir, mais que l'on ne voit pas encore. Elle a payé la dette en 2 versements, juste avant l'échéance. Ses réseaux sociaux sont devenus complètement silencieux. Des amis communs ont dit qu'elle était retournée vivre chez ses parents. Et j'ai commencé à me détendre, à penser que c'était peut-être vraiment fini. Laura et moi passions plus de temps ensemble, à travailler sur les sièges de la Challenger que j'avais achetés avec l'argent du remboursement. Les choses semblaient vraiment bonnes pour la première fois depuis des années, comme si je construisais quelque chose de réel, au lieu de survivre au chaos de quelqu'un d'autre. Puis est venue la nuit du 20 mars, que je me souviens précisément parce que c'était la première nuit véritablement douce du début du printemps. Cette nuit magique où l'hiver se brise enfin. Laura et moi avions décidé de travailler tard dans mon garage, porte ouverte, à installer la nouvelle sellerie que nous avions passé des semaines à choisir. Il était environ 22h30, et nous étions en train de débattre du cheminement des ceintures de sécurité, quand j'ai entendu une voiture s'arrêter très brusquement dehors. Des pneus qui crissent légèrement. Et avant que je puisse comprendre ce qui se passait, Fiona est entrée en titubant dans mon garage. Elle était en pyjama et un gros manteau, tenant ce qui était clairement une bouteille de vin, absolument ivre au point de pouvoir à peine marcher droit. Et elle a immédiatement commencé à hurler à un volume qui a probablement réveillé la moitié de mon quartier. Elle a déversé sa colère, disant que j'avais détruit toute sa vie, que j'avais retourné sa famille contre elle, empoisonné tous ses amis, fait croire à tout le monde qu'elle était la méchante, alors que tout ce qu'elle avait fait était tomber amoureuse de quelqu'un d'autre. Que Kevin l'avait bloquée et que sa femme l'avait menacée d'une ordonnance d'éloignement, et qu'elle l'avait perdue, à cause de moi, d'une manière ou d'une autre. Comme elle avait perdu sa caution parce que son propriétaire avait découvert l'incident du karting. Et d'une certaine manière, dans son esprit, toute cette destruction était de ma faute parce que je n'étais pas assez homme pour lui pardonner ses erreurs et me battre pour ce que nous avions. Laura était plantée là, tenant une clé à molette, l'expression complètement ahurie. Et j'ai sorti mon téléphone pour appeler le 911, expliquant calmement que mon ex-fiancée s'était introduite sur ma propriété sans autorisation, qu'elle était manifestement en état d'ébriété et que j'avais besoin d'une présence policière. Fiona a continué à hurler qu'elle méritait mieux, que Laura n'était qu'un plan cul sans intérêt et qui ne valait pas ce que nous avions eu, que j'aurais dû me battre pour notre relation au lieu d'abandonner aussi facilement, totalement inconsciente de l'ironie. Après m'avoir jeté une bague à la figure à Noël et avoir annoncé sa liaison de 8 mois à sa famille. Les policiers sont arrivés en 8 minutes qui ont paru des heures tandis que Fiona titubait dans mon garage, s'approchant dangereusement de la Challenger, ce qui a commencé à m'inquiéter pour d'éventuels dégâts. Les officiers présents ont géré la situation parfaitement. Ils ont ordonné à Fiona de sortir d'un ton qui ne laissait aucune place à la discussion. Ils lui ont fait un test de sobriété sur mon trottoir, qu'elle a raté de manière spectaculaire. Ils ont vérifié le système et ont trouvé tous les rapports antérieurs pour harcèlement, puis l'incident du karting, puis l'ont arrêté pour intrusion sur propriété privée, ivresse publique et violation des conditions de l'avertissement précédent. Elle a continué à hurler mon nom tandis qu'il la mettait à l'arrière de la voiture de police, les mains menottées dans le dos, disant que j'allais le regretter, qu'elle ne me laisserait jamais l'oublier, que j'avais ruiné 2 vies et tout un tas d'autres choses incohérentes et délirantes qui n'ont probablement pas aidé sa situation. Puis ils sont partis, gyrophares allumés, et la rue est retombée dans le calme, avec seulement le bruit des grillons et la circulation lointaine de la route. Laura m'a regardé, mi-inquiète, mi-déstabilisée,
et m'a demandé si cela arrivait souvent. Je lui ai dit que non. C'était en fait le grand final, l'effondrement définitif que j'attendais un peu depuis des semaines. Nous sommes rentrés et avons fini de visser le siège passager, tandis que je lui donnais la version ultra condensée des 4 derniers mois. Nous sommes sortis faire un tour avec la Challenger vers minuit, parcourant des rues désertes vitres baissées, le moteur grondant avec ce son profond de muscle-car qui ne lasse jamais. Et j'ai réalisé que Fiona s'était trompée sur à peu près tout mais particulièrement sur une chose. Elle avait dit qu'elle m'aurait oublié en une semaine, qu'elle m'avait pratiquement déjà oublié, dans le salon de ses parents à Noël, avec ce sourire narquois comme si elle avait déjà gagné. Mais nous y étions, presque 3 mois plus tard, et c'était elle qui n'arrivait pas à lâcher l'affaire, qui avait détruit sa propre vie en essayant de prouver un point qui n'avait même pas de sens, qui avait troqué quelque chose de stable pour quelque chose d'éphémère et avait ensuite blâmé tout le monde quand tout s'était écroulé. Je ne l'ai jamais oublié non plus, mais pas de la manière qu'elle avait voulu dire, comme une menace. Je me suis souvenu d'elle comme d'une leçon sur les red flags, sur les limites financières et sur l'importance d'avoir des amis comme Ray, qui documentent tout et vous disent la vérité même quand elle est inconfortable. La Challenger roulait comme un rêve avec ses nouveaux sièges. Vraiment confortable. Laura et moi sommes allés prendre un petit déjeuner dans un dîner ouvert 24h24 et nous avons parlé d'améliorer le système de freinage. Et quelque part en ville, Fiona devait affronter les conséquences de ses propres choix, ce qui, honnêtement, n'avait plus rien à voir avec moi. Elle voulait être inoubliable. Elle voulait être celle qui était partie la tête haute pour trouver mieux. Mais au lieu de cela, elle était devenue exactement ce dont elle m'avait accusé, oubliable, sans importance et coincée dans le passé, tandis que tout le monde passait à autre chose. Commentaire Monsieur Reddit. Quand ton ex te lance « Je te défie de me quitter lors du dîner de Noël », c'est une offre à ne pas refuser. Elle a cru planter un drapeau sur ta ruine. Elle ne savait pas que c'était une pelle, et qu'elle creusait sa propre tombe. L'ironie ultime ? Elle voulait être inoubliable. Elle est devenue un tutoriel.